Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour discuter des San Antonio Spurs. Avec nous aujourd'hui, l'homme qui ne fait jamais de flop en intervenant dans Spurs Break. Salut Pierre. Salut les gars, écoutez, un plaisir d'être de retour pour une nouvelle saison, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Et oui. Un fan de basket qui aime tellement ce jeu qu'il doit détester le flopping à outrance, sauf quand le coupable s'appelle Derrick White. Salut Jules. Salut à tous. Un amoureux fou des mèmes de Big Floppa, sa première passion. Salut Benj. Bonjour tout le monde. Spurs Break 19e épisode, c'est parti. Je t'ai vu venir à des kilomètres mon pote. Le saut du Caracal peut l'emmener jusqu'à 3 mètres du sol. Bon, je te devais bien cette intro, Benj. Je tiens à présenter mes excuses comme tu me l'as demandé tous les jours depuis que c'est arrivé. Je sais que tu as été dévasté après la dernière intro de podcast. Je me suis trompé sur les tailles en faisant la conversion. Oh, Maintenant je suis beaucoup plus serein, je vais pouvoir me remettre à dormir la nuit. Voilà. Bon, comment ça va les amis ? Ça va bien, ça fait longtemps. Pleine forme. Hein. Oui, bien content de vous retrouver après ce mois de pause. Je crois que nos auditeurs aussi, parce qu'ils ont laissé plein de questions sur Twitter et ont mis plein de commentaires sur la vidéo YouTube. Des questions dont on va se servir tout au long de l'épisode. Avant d'évoquer la saison à venir, nos attentes, nos pronostics, nos craintes peut-être, parlons de ce qui s'est passé cet été. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'a voulu faire notre GM Brian Wright ? Se débarrasser des contrats possiblement encombrants ou les mecs qu'il allait falloir re-signer. En gros, c'était se débarrasser des contrats potentiellement encombrants et récupérer justement des mecs qui sont en dernière année de contrat pour encadrer un peu toute la ribambelle de jeunes qu'on a, sachant qu'on a aussi recruté des jeunes. Je sais pas si vous voulez qu'on entre dans les détails des trades parce que ça commence à dater un petit peu. Bah, si vous voulez, on peut faire le résumé de ce qui s'est passé cet été. Nous avons drafté Josh Primo et Joe Wieskamp. On libère Patty Mills, Rudy Gay, Gorgui Dieng, Trey Lyles. On signe Doug McDermott, Bryn Forbes, Jock Landale, Zach Collins. Et on fait un gros trade. DeMar DeRozan, qui était en fin de contrat, dans un sign and trade, contre Thaddeus Young, Alfaro Camino, Chandler Hutchinson qu'on coupe après. Un premier tour de draft en 2025, un deuxième tour de draft 2022, un deuxième tour de draft 2025. Voilà, en résumé, ce qu'on a fait cet été. L'idée derrière cette free agency, c'est c'était une des possibilités auxquelles on pouvait s'attendre. C'était de miser sur en fait une saison d'attente pour voir comment est-ce que les jeunes vont évoluer maintenant qu'ils sont devenus beaucoup plus matures. Dejounte Murray a 25 ans. Derrick White en a 47. T'as des joueurs comme Lonnie Walker qui rentrent dans leur 4e saison. Keldon Johnson sa 3e. Et donc maintenant qu'ils sont plus matures et qu'ils peuvent se relâcher du coup de ce qu'apportait DeMar DeRozan à l'équipe en termes de stabilité et de soutien. Des joueurs que je parle de DeMar DeRozan, mais c'était aussi beaucoup le cas de Patty Mills, Rudy Gay aussi en sortie de banc. Donc l'objectif c'était de laisser complètement la place aux jeunes, ce qu'on parle depuis déjà plusieurs années, et de les entourer de vétérans pour l'expérience et pour leur facilité à tâche. Et si on considère en fait que ce projet est un projet qui tient debout, si l'idée derrière de la free agency est bonne, c'est compliqué de se plaindre de la free agency de Brian Wright. C'est-à-dire qu'on a recruté Doug McDermott, gros vétéran, 30 ans, gros shooter au poste 3 et 4, qui était beaucoup aimé chez les Pacers, qui est un très bon joueur et qui va apporter beaucoup de spacing sur les ailes. Thaddeus Young qui va apporter aussi beaucoup d'expérience, 33 ans quand même. Il est dans le dernier tiers de sa carrière. Il va apporter de la barbaque au poste 4 et 5. On reparlera des rotations plus tard. Mais du coup, il va aussi apporter de la stabilité à l'intérieur. Et sinon, des choses comme Bryn Forbes, qui connaît bien la maison, qui vient de ressortir d'une bonne saison où il ressort avec une bague. Et donc, pour entourer le corps de l'effectif, c'est des joueurs qui sont déjà très pertinents, parce qu'ils apportent tous quelque chose dans l'effectif, et surtout des joueurs qui ne sont pas trop payés. C'est-à-dire que Thaddeus Young, Alfaro Camino, dont j'ai pas du tout parlé, parce qu'on sait même pas s'il jouera, et Il fera peut-être pas le cut lui. Ouais. Et après il est en player option, donc je pense, il va peut-être être coupé. Faudra voir comment ça va avancer. Mais des joueurs donc comme Amino Young et Bryn Forbes sont en contract tiers. Doug McDermott est payé moins de 14 millions l'année, ce qui
au moment de sa signature, beaucoup de gens avaient dit que c'était beaucoup. Quand on regarde ce qui était disponible à la free agency à ce moment-là et ce qu'il va apporter et la situation de la franchise, c'est OK. Et quand on voit le prix de Davis Bertans, on se dit que Voilà, on s'en sort plutôt bien et on n'a aucun joueur qui est payé plus de 16 millions l'année cette année. Donc on a des finances très saines, on a des contrats qui tiennent parfaitement la route. J'ai pas du tout parlé de Zach Collins d'ailleurs, parce qu'il va probablement pas jouer, en tout cas en début de saison, il va peut-être revenir en fin de saison, mais c'est un pari à risque très limité. Il est payé 7 millions l'année sur 3 ans, un truc comme ça, non? C'est ça, et Ouais, sauf c'est ça. erreur, il y a des bails comme quoi sa dernière année est pas garantie. Pas garanti, ouais. Voilà. Alors, sa deuxième année, elle est garantie qu'à moitié, et sa troisième année n'est pas garantie. Voilà. Donc on a le temps de voir venir et de voir comment va évoluer sa rééducation, comment il va revenir sur le terrain pour savoir si on doit le garder ou si on doit le couper avant de devoir payer son contrat. Donc à mon avis, c'est une très bonne free agency dans le sens où on avait un objectif, laisser la place au cœur de l'effectif qui est là déjà depuis quelques années et les entourer correctement pour qu'ils soient dans les meilleures conditions pour se démontrer. On pense notamment à des joueurs comme Lonnie Walker ou Keldon Johnson qui ont tout approuvé cette saison-là. Ou Devin Vassell. Maintenant, je vais boire de l'eau. Alors, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, mais j'ai quelques doutes sur certains points. Premièrement, ça manque d'ambition. On n'a pas tenté de pari, tu vois. Moi, c'est ça qui me gêne, c'est que dans notre équipe... Zach Collins. Non, mais c'est un pari... C'est un pari zéro risque. Enfin, quasiment zéro risque. Ouais, mais même s'il marche, il nous amènera pas beaucoup plus loin. Ouais, mais Zach Collins, voilà, oui, je suis d'accord, mais Zach Collins, ça reste Pourquoi, un très bon en joueur fait, de basket, intrinsèquement. Pour moi, t'avais plus de Ouais, chances mais à tenter un Markkanen, à tenter un John Collins, puisqu'on en avait parlé. Bon, Et peut-être les qu'ils ont Hawks été lui ont tentés, mis hein, la blinde. peut-être que ça n'a juste pas marché, hein, peut-être que ça a été tenté. Oui, peut-être. Mais tu vois, dans le trade, Et puis il faut les signer derrière aussi. dans le trade de DeRozan aux Bulls, pourquoi tu tentes pas de gratter un Markkanen? Alors, la réponse, c'est que Markkanen demandait beaucoup trop d'argent parce qu'il fallait faire en sign and trade. Et les Spurs, ça a été déclaré pas mal de temps après le trade, genre 1 ou 2 semaines après, que Markkanen demandait beaucoup trop d'argent pour être transféré. Et du coup, les Spurs ont décidé de ne pas s'aligner et de préférer du coup donc Tadeusz Young et Al-Farouq Aminu avec des pics de draft. Ouais, mais voilà les pics aussi qu'on prend. Un 2025. Oui, après, c'est des seconds tours qui peuvent être C'est pas tout de tradés ailleurs suite. et tout. Enfin, c'est Et les- des et Il y assets. a un premier tour de draft aussi en 2025, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, oui, mais c'est pas. C'est pas 3 c'est tours pas de des- draft, c'est 3 joueurs. Quoi. Vu la qualité de DeRozan, tu vois, le niveau du joueur, alors je sais qu'il n'y a pas une très grosse cote, mais tu peux te dire qu'on pouvait avoir mieux. En fait. Peut-être, mais on a. Et, C'est le mieux qu'on pouvait, c'était Markkanen parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes à part les Bulls qui voulaient DeRozan en fait. Qui auraient pu vouloir DeRozan. C'est pour ça que le seul souci que je trouve à ce trade, même si je trouve que les contreparties elles font largement l'affaire, c'est que les Bulls cette année, au moment de la trade deadline, c'est le moment où ils ont un peu tout bazardé pour récupérer Vucevic et tout. Et si je sais pas si on le savait à cette époque, mais si à l'époque on avait su qu'ils auraient pu être intéressés par DeMar DeRozan, je pense qu'on aurait pu essayer de les entourlouper De un peu, prendre tu vois. Wendell Carter, Justement, et essayer de récupérer Markkanen, ça aurait été peut-être plus simple de le récupérer en cours de saison pour après parler bif Ouais, mais avec du coup, lui, du coup, là, etc. ça devient très risqué. Mais bon, quand... Parce que du coup, il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat. Oui, 3 mois oui, plus tard. c'est ce qu'on dit. On dit s'il avait fallu prendre un gros risque. Après, sur la voie qu'on est en train d'emprunter, je sais pas si prendre des risques dès la première année où on reconstruit tout, ça va forcément être payant. Déjà, drafter Joshua C'était Primo, peut-être le plus gros risque c'était de un la risque. saison. c'est le un plus gros gros risque pari de, déjà. de l'été. Voilà. En fait, j'ai l'impression que Brian Wright, il travaille bien, quoi. Il fait son boulot comme on lui a appris. Il travaille bien, il fait les trades, il gère les contrats finissants, il gère les finances. Il a pas fait un gros gamble, quoi. Il a pas pris d'énormes risques. Non, et après, il y avait pas beaucoup de risques après, à prendre non plus. Hein. Le ouais. John Collins, il était free agent Je restreint. suis aussi de cet avis-là, ouais. Je suis aussi de cet avis-là. Voilà. Mais ce qui revient beaucoup quand on nous pose des questions ou quand on parle de la free agency des Spurs, de ce qui s'est passé cet été, c'est qu'on prend pas de risques et que on prend pas énormément de décisions, de grosses décisions. Ouais, mais c'est parce On que tâtonne. en fait, le problème de la free agency, c'est que c'est compliqué d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Parce que c'est Bien facile sûr, de ouais. dire il faut prendre des risques, mais c'est quoi tes risques en fait? C'est quoi le risque et c'est quoi le reward derrière? Et cette année, il y avait peu de risques. Peu de risques qui valaient la peine d'être joués. Le travail d'un GM, ça se
ça se juge un peu plus sur le long terme. C'est pas en une free agency que tu vas dire, ah bah là on tente rien, du coup on a vraiment aucune ambition. On a quand même beaucoup de jeunes, donc la volonté c'était clairement de pas bazarder tout ce qu'on essaye de construire depuis 2 ans à peu près, pour, tu vois, comme on disait, mettre un gros contrat sur un Markkanen ou autre qui pourrait s'avérer ne pas être payant. Là au moins, comme tu l'as souligné, c'est que financièrement on reste assez souple pour l'année Que ce soit prochaine. bien joué ou pas, au moins on comprend ce qui se passe, quoi. On voit un peu la Ouais. direction qui est prise. Oui, et ça a un sens en fait. C'est important aussi, même si le plan est pas parfait, que ça ait un sens et Ouais. qu'il y ait une direction claire. Pas qu'on tâtonne, qu'on sache pas où on va. Et on sait pas d'ailleurs quel trade pendant la saison il a en tête, quelle idée il a en tête. Peut-être qu'il va nous sortir un truc de malade et qu'on va se retrouver avec un joueur incroyable. Non. Non. Non, mais Mais, on y rêve. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est pas cette free agency de cette année, mais c'est plutôt ce qui s'est passé l'année dernière. Parce que bon, là on parle de cette saison et tout ça, mais c'est aussi, comme on dit, le travail de GM, c'est sur du long terme. Brian Wright, il est arrivé en août 2019, donc il n'a pas participé à la free agency de 2019. Par contre, il est arrivé en 2020. Ses seuls moves, c'est drafter Devin Vassell, qui est un bon choix, mais encore une fois, c'est le choix de la sécurité. Il a drafté Trey Jones en second tour. Bon, on verra ce que ça donne. Il a montré des belles choses en Summer League, mais voilà. Et son été, c'était littéralement, je re-signe Polton, je re-signe Drew Eubanks. Super. Ben, du coup, notre projet de reconstruction, on aurait pu le commencer l'année dernière, parce que on savait très bien, tous, que cette année, on n'allait pas faire les playoffs. Et on avait plein de joueurs en fin de contrat qui auraient pu plus ou moins intéresser des équipes. Je pense à Rudy Gay, à Patty Mills. La preuve, c'est qu'ils sont pris dans des équipes contenders. Voilà. Et en fait, peut-être que le projet de reconstruction, on a pris un an de retard pour rien. En fait, c'est le ressenti que j'ai là quand je vois notre intersaison. Je me dis que peut-être l'année dernière, on aurait dû tenter et faire comme Orlando ils ont fait à la trade deadline cette année. Or, c'est un peu excessif. Mais au final, Orlando, cette année, ils ont plein de jeunes sur lesquels bâtir un truc à essayer. Et ça va peut-être marcher mieux que nous. Enfin, Peut-être. plus vite en tout cas. Après, Et moi, Oui. ça me gêne un peu, tu vois, d'avoir un truc, un effet genre... ouais, c'est bien, mais ça aurait dû être ça l'année dernière déjà. Bon, après, on a pris que un an, enfin, on a pris un an de retard. C'est sur une année où, du coup, on a pu voir Keldon Johnson exploser. C'est pas une année qui a été complètement perdue. Mais je Non, suis bien d'accord sûr. avec ce que tu dis. Juste pour rajouter, Brian Wright, du coup, il est arrivé à l'été 2019. Il a été formé par R.C. Bufford, c'était l'assistant manager. Et du coup, c'est son premier. Il a aucune expérience en tant que GM. Donc, c'est son premier taf. Donc, ça a dû jouer aussi. Il voulait peut-être pas tout bazarder dès sa première année. Il était peut-être un peu frileux à ce niveau-là. Ce qui est critiquable, mais donc c'est explicable. Et étant les Spurs, il y a encore toujours cette idée. R.C. Bufford est toujours dans les clous. T'as Popovich, des choses comme ça. T'as toujours des choses qui sont installées. C'est pas non plus dans la mentalité de la franchise de tout faire péter. Là, on l'a fait. En fait, on l'a fait, mais on l'a fait de façon plutôt smooth. On n'a pas explosé l'effectif. On n'a pas tradé 15 joueurs. On a laissé les choses se faire plutôt naturellement. Ce qui est encore une fois critiquable, et je suis d'accord avec ton constat. Mais c'est pas complètement. C'est pas un truc où on se dit comment c'est possible qu'ils aient fait ça. Comment c'est possible que l'année non. dernière ça soit pas fait. Il y a des raisons entre guillemets. Oui, bien sûr, non. C'est sûr que c'est pas les Minnesota Timberwolves, par exemple, Oh mon pour ne Dieu. citer que. Mais, On peut citer que, hein, ça voilà, suffit. dans... Ils se suffisent eux-mêmes. Ouais, mais aussi, il doit y avoir un truc de... Ouais, je pense que Wright, il est sous une pression énorme d'être entouré par Bufford et Pop, en fait. Je pense qu'on réalise pas aussi que sa place, là, lui, c'est le mec le moins assuré de rester dans la franchise tout court, en fait. Genre, de tout le management, c'est lui qui a la place la moins stable, on va dire. C'est possible. Bon, après, ça c'est le cas pour la plupart des GM dans la ligue. Oui, hein, oui, c'est bien vraiment sûr. un taf un peu ingrat. Mais bon, la plupart des GM n'ont pas Popovich en coach et R.C. Bufford en supérieur, quoi. C'est vrai. C'est vrai que les réunions doivent être fun. Ah ouais, ça. Avec les deux qui te regardent comme ça, oui. Tu dois Alors, claquer des fesses un peu. Comment tu penses quoi de ta Alors, qu'est-ce que carrière, tu Brian proposes Wright? Brian, qu'est-ce que tu penses de ta carrière?
Après, c'est Bufford qui a drafté Samanic, donc Oui. on va pas. Absolument, c'est vrai. Un autre move qui a été fait pendant cette intersaison, c'est le recrutement, le retour de Manu Ginobili en tant que conseiller spécial aux opérations basket. Il va s'occuper du développement des jeunes sur et en dehors des parquets. Ça fait plaisir. À l'image de Duncan un peu qui avait été assistant coach. Bah, on est tout simplement trop heureux. Hein. Totalement. Je sais pas si on va le voir beaucoup. Il va surtout être à l'entraînement. Je sais pas si on va le voir au bord des terrains. Non, en fait, je pense qu'on va surtout le voir comme on voyait Duncan les premières années où il a pris sa retraite. Il va traîner Ouais. autour du centre d'entraînement. Il va être dans le front office. Il va discuter beaucoup avec les jeunes et avec les joueurs et ça va rouler. Je crois que ça faisait quelques années qu'il voulait, enfin depuis la retraite de Gino, où il voulait le faire revenir, mais Ginobili a bien profité avec ses enfants, avec sa famille, aller se balader je sais pas où, faire du sport, voilà. Du vélo, du tennis en Du particulier. vélo, du tennis, exactement, c'est ça. Et devenir un tweetos. Moi, je veux juste voir s'il va se faire des dreads comme Duncan. Ça pourrait Comment être incroyable. Un Comment petit est-ce Manu possible avec Comment des- Il n'a peut-il pas de faire ça cheveux, Il faut Manu. acheter une perruque, hein, là. Il faut acheter une perruque. Il n'a pas de cheveux. Bon, regarde Lewis Hamilton. Hein. Lewis Hamilton, il a fait un beau truc. Hein. Oui, il peut aller en Turquie. Ils peuvent s'échanger les numéros de leur coiffeur. Putain, avec Derrick White et Ginobili, on est bien sur les cheveux là. Une question de Robin Ducatel qui va faire la transition avec le sujet suivant. Pourquoi ne pas avoir tanké plus tôt? Qu'est-ce qu'on attendait? Ah, Pour l'instant, on va pas donner notre avis sur le tanking, on va répondre juste à cette question. Alors, Pourquoi ne pas avoir tanké plus tôt? Juste plutôt, bon, par rapport à l'année dernière, ça, Jules vient d'en parler. Par rapport aux Mhm. années précédentes, je crois qu'on en parle littéralement dans les 18 épisodes précédents. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, ouais. une équipe avec que des jeunes, c'est une garderie, c'est pas une équipe de basket. Il faut de la structure. On est les Spurs, blablabla. On en a énormément parlé déjà. Donc, c'est tanker depuis le début, c'était une possibilité. Ça avait peut-être ses avantages. Peut-être qu'on serait à un meilleur endroit actuellement. Peut-être que ce serait pire, que tout aurait explosé et qu'on repartirait littéralement de zéro. Voilà. Et puis, faut rappeler que quand on trade Kawhi Leonard, on récupère DeMar DeRozan, ça aurait été un très fort aveu d'échec que de tanker la saison où DeRozan arrive en fait. Donc t'es obligé de tenter un truc avec le duo DeRozan-Aldridge jusqu'au Ou alors déclin ne pas- d'Aldridge ne qui pas- est arrivé l'année dernière. Ou alors ne pas trader de Rosanne et ne pas trader pour Oui, de ou Rosanne. alors là, Et après, c'est oui, mais les Lakers, oui, mais les Sixers, on n'en sait rien. ouais, voilà. On peut pas, c'est trop tard maintenant pour se dire. On peut se dire que maintenant c'est, on a eu Paul Tull et Keldon Johnson, du coup, et Ouais. plus DeMar DeRozan. Enfin, si, maintenant, du coup, on peut se dire qu'on a eu On a des pièces en Young et échange, tout ouais. ça. Mm. Et on a eu un premier choix de draft, enfin, un premier tour de draft 2025. Mais dans l'idée, si on avait tanké plus tôt, ça aurait été un aveu de faiblesse de fou. Ça voudrait dire que Kawhi a gagné, en gros, dans cette situation. Et je pense que personne ne voulait ça à San Antonio. Et puis, bon, quand t'as DeRozan et Aldridge au niveau où ils étaient quand on les a eus, tu peux pas tanker. Donc, de toute façon, ça aurait pas pu se faire avant, quoi. Après, c'est pas qu'une question d'orgueil, il y a aussi des raisons qui font qu'on a pris ces choix-là. On va écouter 2 extraits concernant le tanking. Le premier vient de l'épisode 18 de Spurs Break. Excellent donc épisode. de la qualité. Il s'agit bien d'un extrait, vous pouvez retrouver le passage complet. Voilà ce que disaient Jules et Benj début août. En fait, on va jouer, c'est juste qu'on va manquer de talent pour gagner, mais en vrai, ça va pas être une saison dégueulasse où on va pas l'officialiser, mais c'est juste qu'on sera pas assez fort pour gagner des matchs. En fait, je pense qu'on va essayer de signer justement des joueurs d'expérience pour entourer un peu tous nos jeunes. On va jouer du mieux possible, on va essayer de faire la meilleure équipe possible, mais étant les Spurs et étant dans la situation qu'on est, on va juste être, malgré tous les efforts, on va juste être trop mauvais pour gagner des matchs. Puis, est-ce qu'il y a besoin de rappeler le nom de notre coach ou pas? Parce que... Le second extrait vient de la preview des amis de Trash Talk qui est sorti il y a quelques jours à peine. C'est bien sûr un extrait, vous pouvez retrouver le passage complet sur leur YouTube. Voilà en résumé les avis d'Alex et Bastien sur le tanking. Je me demande si ça serait pas souhaitable, genre un bon vieux gros tank façon Texan là, et on y va, on draft sur le podium et on envoie du sale. Et en fait, je le souhaite. Parce que s'il y a un truc qui est insupportable, c'est le ventre mou. Parce Allons-y, quoi, bottom. Mais est-ce que il y a vraiment d'autres options en fait? Alors, y a-t-il d'autres options, Pierre? D'autres options, je pense pas. Je pense que vu le chemin qu'on veut prendre et qu'on parle de reconstruction quand même depuis un petit bout de temps, tanker, ça semble être la seule alternative en se projetant bien sûr sur
en draftant bien déjà, parce que si tu tankes mais que tu draftes mal, bah cimère ton projet parce que ça, dans ce cas, ça te met dans la merde pour pas longtemps. Ce qui est surtout important cette année, c'est, comme on dit aussi depuis un an, c'est développer nos jeunes. Et là, vu qu'il y aura quand même beaucoup moins, enfin, vu qu'il y aura plus de Rosanne, il n'y a plus Patty Mills, il n'y a plus Rudiger, enfin, tous ces vétérans qui prenaient quand même 20-25 minutes par match, et ces minutes, elles vont être redistribuées. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour développer les Samanic, les Loni aussi. Loni qui a quand même encore besoin de taffer pas mal de choses. Donc tout ça, en fait, c'est bénéf pour nos joueurs. Après, j'y pensais tout à l'heure, faut quand même continuer, essayer de se créer un certain mindset. C'est-à-dire que quand même, quand t'es jeune, tu te dis pas, vas-y, je vais jouer en NBA, mais si c'est pour me faire rosser le cul tous les soirs, non merci. Et en plus, on a des joueurs qui ont pas l'air d'avoir cette mentalité-là. Keldon, par exemple, c'est un energizer de fou, c'est un compétiteur, tu le sens. Je pense pas que lui, il va se dire à chaque match, ce match-là, on doit le perdre pour le bien de la franchise. Ils vont juste essayer de les gagner, ils vont certainement les perdre, il y a de grandes chances. Mais au moins, tant qu'on arrive à leur faire cultiver un esprit de vainqueur, de compétiteur, pour moi, tu peux te permettre de perdre, 60 matchs par saison. En fait, le truc, c'est que on disait beaucoup, et on l'a encore redit il y a 5 minutes. Il y a les années dernières, avec DeRozan et Aldridge, on ne pouvait pas tanker, qu'on avait une équipe trop forte. Là, on ne peut toujours pas tanker, parce que comment tu tankes quand ton équipe est remplie de jeunes à développer? C'est-à-dire que si tu tankes, tu tues ton projet, en fait. Donc tanker, ça veut dire repartir de zéro, littéralement. Parce que je sais pas comment tu organises ça logistiquement de façon concrète pour te dire, ok, maintenant on va perdre le plus de matchs possible. Donc on met Bryn Forbes et Trey Jones titulaires. Je sais pas en fait concrètement. Mais comment c'est ça, tu c'est une peux question faire de rotation, c'est donner énormément de minutes à Trey Jones, donner Ouais, mais 20 minutes à c'est- Bryn Forbes comme on faisait il y a 2 ans. là C'est tu ça, tues pas tanker. là tu tankes pas. Là tu tues ton équipe et ta franchise. Ouais. Et tu vas te prendre des amendes tous les jours par la NBA. Parce que tu mets au repos les mecs, ouais. Tanker là c'est pas possible, on va faire comme les années dernières, on va gagner le plus de matchs possible, sauf que là on va en gagner moins, on sera pas un top 3, dans un top 3 de la draft je pense, et je connais pas du tout le niveau de la prochaine draft, je n'ai aucune idée, Il est plutôt bon, a priori. C'est l'occasion de s'y mettre en tout cas. Ouais. On va s'y Après, il y a des intéresser joueurs très vite. intéressants, mais je m'y suis pas encore assez intéressé. Tu t'y pour intéresseras prendre une réponse. en mai et en juin, comme tout le monde le sait. Oh, je m'y intéresserai dès novembre, là, a priori, vu l'équipe. Vu comment on va se faire chier. Non mais voilà, en fait, de toutes les personnes qui m'ont dit il faut tanker, je n'ai jamais eu de réponse concrète de comment tu tankes. Et je vous pose la question, s'il faut tanker, comment tu tankes sans assassiner Alors. complètement ta franchise? Oh, je pense qu'en vrai, il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions. Quand on va parler des rotations, etc., on se rendra compte que même s'il y a du talent, etc., ce sera pas possible de gagner Non, mais. plus de 30 wins la saison Oui, prochaine. alors C'est oui, bien mais du coup, ambitieux. c'est En fait, pas. on aurait juste dû inviter un c'est- fan des Cavs et il aurait C'est pas répondu. la question, c'est pas tanker. Mais alors. il y a plein d'équipes qui font ça. C'est juste on est nul. Non, on va pas tanker en fait. Le terme c'est pas tanker pour notre prochaine saison parce que tanker c'est ce qu'a fait OKC ou Houston l'année dernière, c'est-à-dire tu as 35 joueurs qui font ta rotation au total sur Ou les l'année. Sixers au début du Tu process. mets au repos Shai Gilgeous-Alexander, il joue pas la moitié de la saison. Il a trouvé 2-3 blessures faciles et puis voilà, c'est comme ça que tu tankes. Mais nous, c'est pas ça qui Ouais, va se attends, passer. si jamais début de saison, t'as Derrick qui a un nouveau problème à la cheville. Oui, peut-être ça va le faire je sais où, perdurer ou pour on a des histoire jantés de... qui se pètent. Ouais. Il suffit qu'on ait 1 ou 2 blessés majeurs dans les 2 premiers mois de compétition et là t'inquiète qu'on va se mettre à tanker Ah, mais comme déjà, les Houston, les OKC de Si l'année Derrick dernière. se blesse, on n'a plus de jeu sur demi-terrain, donc déjà à partir de là. Bah, on a plus de on jeu va pouvoir se on a régaler. plus de jeu en dehors du 5 majeur si Eric se blesse en fait, parce que vraiment déjà que la Non, mais rotation voilà. est pauvre. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que nous, on va pas tanker, on va juste être nuls. Oui, voilà, c'est ça Voilà, qu'on dit, c'est c'est ça ça. qu'on dit depuis le départ de DeRozan. Mais en fait, c'est ça la Mais question, parce que quand j'aime t'es pas quand le t'es à terme moins de... tanker. Ouais, c'est ça, mais quand t'es à moins de 30 victoires dans une saison, là, t'es 13ème de conférence, cette saison, si on regarde les stats de cette saison-là, t'es 13ème de la conférence, t'es genre 25ème de NBA. Donc du coup, t'es potentiellement dans le top 5 de la draft, Oui. Ouais. tu vois. Donc en soi, tanker, Oui, mais
Et en Tu fait- vois, moi je pense qu'avec l'effectif qu'on a, on en parlera plus tard dans notre pronostic et dans ce qu'on voit pour cette saison, mais avec l'effectif qu'on a, je vois pas comment on peut faire autre chose que tanker en soi. Parce que, en fait, tanker, c'est juste être nul, comme tu dis, Jules. Et donc, en fait, cette saison, Non. on va pas gagner trop de victoires et on va être là dans le top 10 de la draft. je Bon, pense. après là, on s'emmerde parce que pour moi, Je sais pas. tanker c'est pas juste être nul. Ouais. Oui, voilà, moi je suis pas C'est d'accord nul avec cette volontairement. Être C'est nul, faire c'est exprès, c'est forcé Nul d'être nul. volontairement. Enfin, c'est forcer le Ouais. pas pour être nul. Comme Mm. par exemple, le plus Oui, bel voilà. exemple qu'on a, c'est, comme on a dit avant, les Sixers au début du process, qui ont balayé Voilà. tous leurs joueurs pour faire 10 wins par an et Ouais. au bout de 8 Il y ans avait- se faire leur chier meilleur dessus joueur, par Ben c'était Simmons. Robert Covington, quoi. Voilà. Ils méritent tout ce qui leur arrive. Ouais, Euh, mais c'est plutôt eux qui ont chié sur Ben Simmons d'abord, mais après. Oui, C'est mais pas ils faux. méritent. Voilà. Les C'est un autre Sixers débat. méritent. Bon, C'est un mais autre débat. Bienvenue voilà. dans Mais Sixers pas Break. Sixers Break. On a eu la vanne de l'épisode. Là, voilà. Mais du coup, oui, on va pas tanker, on va pas forcer à être, on va jouer le mieux possible et on sera juste nul. Et ça, c'est une différence très importante dans l'intention en fait et dans le futur de la franchise, à mes Mhm. yeux. Parce que, par exemple, quand tu regardes le top 5 qu'il y avait de cette draft cette année-là, OKC, Houston, bon, non, ils étaient 6e, mais ils étaient à la base dans le top 5. Ça a tanké un peu salement. Orlando, sur la fin de saison, ça a tanké de ouf parce qu'il y avait plus de joueurs, de toute façon. Oh, le dernier Mais, le les dernier autres Spurs équipes- Orlando. Oh, il était C'était une purge. il était dur hein. Il était dur à regarder et pourtant on les a détruits, mais il était dur. Et après, tu regardes les autres équipes, genre Cleveland, c'est pas que ça a tanké, c'est que ça avait pas le niveau, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est juste des équipes qui. Après, la plupart, c'est des équipes qui se battent. Les Wolves, ça a pas tanké, ça a eu 1 milliard de blessés, il y a eu le Covid, ils ont été détruits. Et c'était les Wolves. Bon, en plus, la franchise est nécrosée de l'intérieur, enfin, c'est une horreur. Mais voilà, enfin voilà, il y a que 2-3 équipes qui ont vraiment. Et t'as des tanké, choses en fait, dans le tanking aussi, t'as des choses genre garder un coach qui est visiblement nul. Ce qui n'est clairement pas notre Bon, cas. ça, les Cavs, ils le font Voilà. avec JB Bickerstaff, mais. Voilà, c'est ça qui m'y a fait penser. Mais nous, c'est clairement pas notre cas. Ouais. On a un management qui est un des meilleurs de NBA. Ou en tout cas, on n'est clairement pas mauvais. C'est pas un mauvais management. Donc on peut pas. Non, puisqu'on est on est les formateurs de tous les assistants coachs de NBA. donc, Exactement. C'est que ça va. Voilà. On le sera bientôt plus, mais Voilà. Mais et encore et J'ai encore tombé et l'ambiance, encore et désolé. encore parce que les descendants de Popovich vont eux aussi avoir des enfants. Donc ça va. Donc oui, c'est déjà un peu Donc le la cas. dynastie Popovich est éternelle. Mais du coup voilà, ça va juste pas être tanké, ça va juste être mauvais et jouer le mieux possible. Et c'est le mieux qu'on puisse espérer. Comme ça on donne à fond et comme ça on laisse vraiment les joueurs évoluer. Parce que t'évolues pas en lâchant la moitié des matchs gratuitement en fait. Je voulais vous parler, messieurs, de nos jeunes, puisque c'est comme ça que c'est sur eux qu'on va se baser maintenant. Une question de Donaz Mataz sur Twitter qui nous demande lequel de nos jeunes pourra progresser assez pour être l'avenir de la franchise. Exactement. Épineuse Voilà. question. La réponse On peut peut être pas aucun. savoir hein. aujourd'hui. La réponse peut être aucun. La réponse Oui, on sera peut pas probablement aucun Franchement, d'ailleurs. Ouais, là si on regarde pour l'avenir de la franchise, c'est le jeune qu'on va drafter l'année prochaine. Voilà. C'est possible. Je Et pense. encore, enfin faut encore voir à quoi ressemble. Oui, et encore on va voir ce que ça donne, mais en vrai, en tout cas un futur drafté, on va dire. Parce que, Est-ce que ce serait Pour pas l'instant, on a que des bons role players quoi, au maximum. Enfin, en fait, Dejounte Murray et Ouais. Derrick White sont déjà trop vieux, donc ils sortent de la discussion. Keldon, c'est au mieux un Keldon- très bon role player. C'est genre. au mieux un bon lieutenant, je pense. Même on peut aller jusque là, Ouais. mais ça ne sera jamais, Ouais. ça Oui, sera voilà. jamais le visage d'une équipe. Lonnie Walker, c'est peut-être celui qui est le plus proche, mais il y a tellement de choses à travailler, Ouais. il y a tellement de choses qui sont pas tellement naturelles chez lui, dans son handle, dans sa prise de décision. Ça me paraît compliqué qu'il exploite son potentiel à fond. Luka Samanic, on a tellement de questions là-dessus que c'est limite. Si je dois mettre un pari dessus, ça serait lui, parce qu'on ne sait toujours pas qui c'est, donc donc voilà. Qui êtes-vous, monsieur? Mais on va le voir cette année, c'est ça qui est beau. Peut-être, peut-être. Je n'en peux plus d'entendre parler de Samanic comme le potentiel futur de la France. Mais qu'est-ce que c'est le seul candidat en fait. Ça se joue entre lui et Lonnie. Mais oui, Et c'est un problème. et Joshua Primo maintenant. Ouais, du coup, je suis à Primo. Oui, ok, je suis à Primo peut-être. Mais bon. Joshua Primo, on a le temps en plus. Hein. Là, pour le coup, tu parlais de jeunes, on a vraiment des jeunes. Ah, je suis à Primo, c'est le visage de la franchise dans 10 ans. Hein. Il a pas son Oh brevet en fait. là Donc là. vraiment.
Une question de Marmoule sur Twitter justement. Est-il toujours pertinent d'envoyer un choix de premier tour s'aguerrir en G-League ? Il évoque le cas de Vassell qui a beaucoup joué l'année dernière. Et donc forcément, est-ce que Primo doit aller en G-League cette année ? Oui, Peut-être pas. Primo, il doit aller en G-League Ouais, moi, parce qu'il est pas prêt. Il est pas enfin, son jeu n'est absolument pas prêt pour la NBA. Vassell, il avait fait 2 ans d'université. Ça se voit qu'il était prêt mentalement et tout. Primo, il a 17 ans, donc c'est bon, vas-y. 18. Laissez-le se développer en Et G-League. puis, C'est le plus jeune de la puis on QV, verra l'année je prochaine. crois, hein, si je dis pas de bêtises. Mais oui, là, ça va être le plus jeune joueur en NBA, en Mhm. fait. Donc maintenant, on va lui laisser le temps. Hein. S'il joue, très bien pour lui, mais en fait, j'ai peur que s'il joue, il se fasse détruire par ses match-ups. Et tu vois, en termes de confiance. Ouais, c'est- mais après, on va pas le laisser tout seul non plus, dans tous les cas. Donc il y aura quand Non, même. mais bon, enfin. Je préfère qu'il aille se faire la main. non, on en va faire G-League. la classique. On va peut-être le faire jouer 1 ou 2 matchs qu'on aura envie de perdre, certainement. Ça serait du Mais, tanking. moi, je Ça, préfère c'est du savoir. tanking. Ouais, mais moi, je préfère le savoir sur un terrain en G-League plutôt que Sur le en banc, survêt en sur NBA, le ouais, banc c'est- à rien alors, faire. Quoi. C'est clair. J'aimerais rajouter une astérix. Notre meneur remplaçant, notre poste 1 remplaçant actuellement, c'est Trey Jones. Donc peut-être qu'au Bah, fil de la je suis saison, chaud. si Trey Jones, Je suis chaud de ouf. c'est pas concluant, parce que de toute Oui, façon, il va faire des piges, on en sortie on de banc. en parlera après dans les rotations, mais on va beaucoup voir du Dejounte Murray, du Derrick White se succéder au poste 1 au fil de la saison. Mm. Mais Ouais. si Trey Jones, ça fonctionne pas des masses et que c'est vraiment pas adapté au jeu NBA, et que physiquement, par exemple, c'est trop faible, parce que Trey Jones, c'est vraiment petit. euh, et frêle. Attends, il a grandi d'après Il a grandi. Et Trey Jones a 40 ans. Mais du coup, J'en peux plus. passer de Trey Jones à Joshua Primo, si en plus ça se passe pas trop mal en G-League, qu'on voit qu'il a plus que ce qu'on pense maintenant, parce que bon là, vu ce qu'on est en train de dire, c'est probable qu'il ne sache pas poser un dribble, ce qui est pas le cas. C'est le cas. T'es un menteur. Et il a fait les deux. D'ailleurs, autant Trey Jones que Joshua Primo ont fait des belles Summer League, donc il y a quand même de l'espoir. Bon, bah, Oui, je sais. Trey Jones, il a lâché des 29-9-8 avec le game winner. Joshua Primo, il a mis 10 points à Simer, quoi. C'est pas la même chose. Non, mais Joshua Primo a eu des très belles il séquences. y a déjà Il a eu des. une classe d'écart entre les deux pour la NBA actuellement. Parce qu'il y a 4 ans d'écart, non, aussi. Bah oui. Et je suis même pas Donc, tant sûr que ça, qu'il y ait vraiment une classe d'écart à ce point en NBA. Mais on le verra. en termes de potentiel, Non, mais même termes d'actuel, bon, oui. je suis pas sûr, mais on le verra. Et du coup, Joshua Primo passera au moins le début de sa saison en G-League, peut-être toute la saison. Ça sera à voir. Après, s'il faut donner une réponse, moi je vais juste donner mon avis. S'il y a un jeune Non, qui tu va nous incarner emmerdes. le futur de notre franchise. Ah, mais le gars il pose une question, on va pas répondre à toutes les questions en mode ouais, on va voir et tout. Moi, je dis cash, je dirais Keldon parce que sur potentiel et puis même sur le mindset, il a vraiment un truc en plus que n'a pas forcément. Tu vois, Lonnie, je l'adore, mais il a quand même parfois ces petites phases d'irrégularité et tout, qui font que ça peut être un joueur incroyable tout comme un joueur brouillon qui soit un peu décevant. C'est déjà le cas, ça. Ouais, mais Non, il est là, Peut-être il qu'il est peut juste le brouillon travailler. pour le moment. Il est juste brouillon. Bah, Dans un an, il deviendra décevant. Ouais, voilà. Mais je suis assez d'accord Voilà, avec Pierre, moi je suis assez d'accord avec Pierre sur Keldon. En plus, il y a une bonne hype outre-Atlantique sur Keldon, puisqu'il Bon, il ça a veut fait rien partie de. dire. Hein. Enfin, je veux dire aux States, quoi. Oui, non, mais. Il y a une bonne hype. Mac il y McClung, il bonne a une là-bas, hype, parce qu'il a- Le il problème, était à c'était pas le Team mot USA. outre-Atlantique, Thibaut, Ah, tu te rends c'était bien compte. Non, c'était vraiment les ricains, en D'accord. fait. Voilà, c'est ça. Ouais, mais en vrai, Parce c'est qu'il- important ce ouais. que tu dis, Thibaut, aussi, parce que quand Il a été t'as- adoré à Team USA, et, notamment pour sa mentalité, comme tu disais. Et puis, enfin, Ah, mais c'est sûr. t'as potentiellement plein de gens qui vont arrêter de s'intéresser aux Spurs parce qu'on va gagner beaucoup moins de matchs. Mais si il arrive quand même si t'as des gens qui arrivent à se retrouver dans ce joueur et tout, bah c'est toujours bien pour l'identité de ta franchise. Depuis des années, on parle d'identité Spurs, mais au bout d'un moment, cette identité, elle va peut-être un peu régresser et disparaître peu à peu. Et donc, si on peut la remplacer par autre chose, Évoluer. Elle qui va soit évoluer. plus de la compétition, Mhm. enfin de la rage quoi sur le terrain, ce qui De la nous hargne. caractérisait pas forcément ces 20 dernières années, bah moi je prends. Hein. Non, mais c'est sûr que la mentalité, elle est géniale de Keldon.
Mais pour moi, ça deviendra au mieux un lieutenant, comme on disait tout à l'heure. Ah, mais ça se trouve, En fait, dans nos je- jeunes, c'est peut-être celui Ah, qui c'est va, celui qui va aller le plus haut, qui peut-être, va ouais, c'est- nous aider à amener un mec super fort. Et dans ce cas, Keldon, ce sera le lieutenant d'un, je sais pas, je vais dire de la merde, d'un Colin Sexton dans 6 ans qui va nous mener au titre. J'en sais rien. J'ai dit Colin fait Sexton 35 juste, points par Je match. viens, juste je comme viens de ça. me vomir dessus là. Ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est très intéressant, Keldon Johnson. En vrai, on est passé très vite dessus. Mais effectivement, en termes d'image, de mentalité et de l'aura qu'il a autour de lui, Keldon Johnson, c'est peut-être le joueur le plus collé à la franchise. Enfin, le plus. Les Spurs, visuellement, tu vois, ça commence à devenir déjà Keldon Johnson parce qu'il hurle sur le terrain, il est méga énergique, Mhm. il est tout le temps. Enfin, on Il est voit. omniprésent, quoi. Voilà, c'est le Media Day pendant qu'on. Voilà, omniprésent. C'est le Media Day pendant qu'on enregistre. On a vu des vidéos de Keldon qui fait des vannes, qui se cache derrière Derrick White pendant ses sessions questions-réponses. Enfin, le mec, c'est vraiment. C'est peut-être devenir l'image dans le sens où Tony Parker était l'image des Spurs à une époque parce que c'était le plus flashy. Enfin, flashy mis en avant parce que c'était le plus à l'aise avec ça aussi. Et voilà. Ouais. Ouais. Mm. Maintenant qu'on a vu la Ouais, ouais. construction de cet effectif, pensez-vous, comme Adolf 1, que nous allons avoir 82 matchs à regarder pour rien cette saison? Non. Pensez-vous non. comme lui que nous allons avoir 82 matchs à regarder pour rien cette saison et qu'on va en gros se faire chier, quoi? Non. Ah, parce que- Oh non, on va Si- pas se faire chier. Si Oh tu regardes non. les matchs en espérant qu'on les gagne, là c'est sûr, tu vas être déçu et tu vas te demander pourquoi tu regardes, mais il y aura plein Faut- d'autres raisons. il faut switch ton idée quand tu te réveilles à 2h du matin pour voir les Spurs. Il faut switch ton objectif. Voilà. Ton objectif, tu ça viens va pour plus te être. marrer. Te lever pour voir les jeunes se développer. Voilà, c'est pour voir Lonnie Walker voir, claquer un 3-6. Ah tiens, Dejounte, il a progressé sur ça. Keldon, il a progressé sur son dribble. Ah, tu vois, ça va être ça en fait Hmm. qui va nous maintenir devant les matchs. Ça va pas être des matchs sous haute tension. Enfin, si, face à Orlando ou Houston, quoi. Mais cette phrase m'a fait mal. mais Tu te fais du mal, Jules. mais on va en tout cas voir du jeu intéressant, je pense. Bah après, Enfin, ça va être un jeu qu'on n'a jamais vu au sein des C'est Spurs. ça, quoi, c'est une depuis, c'est une situation dans laquelle on s'est jamais retrouvé, donc ça change de d'habitude, quoi. et c'est pour ça qu'on va peut-être se faire chier de fou si on n'arrive pas à gérer ce switch et qu'en fait on n'a pas assez de talent pour pouvoir jouer des matchs de basket correctement. Là, on va s'emmerder. Par contre, pendant 82 matchs, ça va être horrible. Après, Benj, toi qui suis le Media Day, là, t'as vu la déclaration de Pop sur le style de jeu qu'on va adopter Alors cette oui, saison? il a dit, je cite, ouvrez les guillemets, Oui. on va faire des choses simples des deux côtés du terrain. On va jouer vite. Il y aura plus de ball de joueur qui va prendre la balle à son compte. Ça va jouer collectif, ça va jouer simple, ça va jouer rapide et espérons intelligemment. Et en fait, le déclic de notre saison va jouer sur le espérons intelligemment. Si ça joue intelligemment, ça va être fun. Si ça joue comme Lonnie Walker en drive ces 3 dernières années, ça va être horrible. Après, je pense qu'on va en parler après. C'est le style de jeu, ça dépendra de qui on mettra sur le terrain. Quand il dit on va Parlons-en courir, maintenant. on va Parlons-en galoper. maintenant, vas-y. Et s'il dit qu'on va courir, on va galoper, je sais pas si quand il dit ça, il imagine Jacob Poeltl faire 36 sprints aller-retour sur 25-30 minutes. Déjà parce que le mec va nous claquer entre les mains, il va finir rôti. Mais enfin, ça laisse entrevoir du coup que si jamais il veut courir, etc., on va probablement jouer petit small ball avec Keldon en 4. Mais vas-y, je veux pas empiéter sur tes plates-bandes, Thibaut, si tu voulais nous faire un beau lancement dont tu as le secret. Mais non, mais on est bon. Alors moi j'aimerais C'est rebondir. parti. Alors moi je vais rebondir du coup sur Pierre. Ok, Doucement, pas doucement, littéralement. doucement. Rebondis-moi Doucement. dessus. Il fait pas mal, il fait pas mal. Pour moi, alors peut-être j'ai pas trouvé de solution parce que j'ai étudié ça pendant. Enfin, j'ai pas étudié. J'ai regardé ça, j'ai réfléchi là-dessus pendant une petite demi-heure. Je vois pas comment. En fait, moi, ma plus grosse question, c'était comment faire rentrer Luka Samanic dans la rotation. Parce que ça va être très important cette Il saison. rentrera pas. Ça va être très important cette saison aussi. Ça va être est-ce que Luka Samanic, c'est d'être au moins donner une chance à Luka Samanic. Même si ça dure 5 matchs et qu'on se rend compte que c'est peine perdue, bon, il faut quand même qu'au début de saison, on puisse lui donner sa chance. Et c'est pour ça qu'au début de saison, pour moi, Keldon Johnson doit jouer au poste 3.
Et Thaddeus Young doit jouer au Mhm. poste 5. Parce que pour moi, Doug McDermott devra jouer au poste 4. Je pense qu'il est moins adapté au poste Mhm. 3 dans la NBA actuelle. Et si je dis pas de Je suis bêtises, d'accord. il jouait déjà poste 4 aux Pacers ces dernières années. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'il faut une rotation au intérieur. Au poste 4, il faut du Doug McDermott, Lucas Samanic. Et en 5, Jakob Poeltl et Thaddeus Young. Qui est d'ailleurs, et je fais un shout-out à Hugues, qui était là à l'épisode 18, et à qui je lui ai posé la question à la dernière minute juste avant qu'on enregistre. Est-ce que Thaddeus Young est vraiment bien adapté au poste 5 dans du small ball? La réponse est oui. Donc c'est comme ça que je vois du coup le Ouais, début de saison. Avec du coup, je vais quand même faire un 5 qui a du ok. sens. On a sur les lignes arrière Dejounte Murray et Derrick White, avec comme on a Mhm. fait beaucoup l'année dernière, un des deux qui sort tôt dans le premier quart pour revenir avec la seconde unit au poste 1. Et Trey Jones qui va grappiller des minutes. Parce que j'ai de la peine à voir Trey Jones être un meneur remplaçant qui joue 20 minutes par match. Ça me paraît compliqué, au moins en début de Oui, non, saison. ça c'est sûr que non. Avec du coup sur les ailes Keldon Johnson et du coup Doug McDermott. Ça me plaît pas plus que ça de le mettre titulaire, mais faut faire des choix. Et en rotation, du coup, on met Lonnie Walker en tant que maître de la seconde unit qui aura beaucoup de ballons, qui va pouvoir jouer, qui va pouvoir s'exprimer. Et espérons Lucas Samanic qui nous prouve qu'on a encore raison de parler, qu'on a raison d'encore parler de lui 2 ans après sa draft. Et donc au poste 5, après il y a Poeltl et Thaddeus Young. Et sinon il reste toujours du Jock Landale qu'on va devoir tester aussi pour voir ce qu'il Euh, vaut. Et ouais. Drew Eubanks qui va Ouais. tourner les serviettes. Et moi, je voulais parler Ouais. aussi, je Par voulais parler pitié. de Jock Landale parce que y a une question notamment de Hercule sur Twitter qui nous parle de Jock Landale. Mais vous parliez du jeu rapide et de faire courir Jakob Poeltl des allers-retours et de le cramer. Et ben en rotation, il y a un gars qui sait faire ça, c'est Jock Landale qui est très rapide et qui suit les arrières les plus rapides sur la transition. Et qui a plein de qualités. Alors c'est le MVP de la dernière ligue australienne. Il a plein de qualités, notamment de courir vite. Mhm. Et il vient de faire médaille, Ouais. il vient de faire médaille de bronze avec l'Australie aussi. En n'étant pas peu Mhm. utile. Voilà. Moi, je pense qu'il faut pas l'oublier dans la rotation, le bon Jock. Ah oui, c'est une bonne rotation au poste de pivot, je pense. Alors ça craindra pas les 35 minutes de moyenne, mais, Non, mais ça va jouer par avec contre, Poeltl et Young, ça va s'échanger des minutes et Oui, tout selon voilà, la forme de chacun. Voilà. ouais, voilà, c'est ça. Puisque tu peux même faire jouer Young qui peut toujours jouer en 4. Enfin, je veux dire, c'est pas un 5 Oui, établi. absolument. Donc Oui. tu peux avoir des 5 où si en face ça joue grand, si tu joues les Sixers, genre de truc, tu fais Poeltl Young dans la raquette et à ce moment-là, t'as Jock Landale qui sort du banc. Enfin, tu peux vachement bricoler, je pense, en fonction des match-ups, quoi. Par contre, ouais, McDermott, tu disais que ça te plaisait pas, mais moi je pense que on n'a pas le choix Ah, mais de oui, l'avoir oui, titulaire. Parce là, je suis d'accord. que Pour le moment, je suis sinon, on n'a d'accord. pas de shoot en fait. Si t'as pas McDermott, bah en fait, t'as pas de shooter, t'as que Derrick White et on se retrouve dans la même situation que l'année dernière, donc c'est relou. Parce Ouais. que là, on n'aura pas de DeRozan qui va faire la diff du coup. Après, là, on parle Euh, on part du principe que Dejounte Murray et Derrick White sont établis au poste 1 et 2, ce qui devrait être le cas. oui. Mais il y a encore un monde dans lequel on peut avoir Dejounte Murray et Lonnie Walker sur les lignes arrière, Bah, avec du Keldon Johnson, par exemple, au poste 3-4, avec une rotation. C'est là que Bryn Forbes pourrait rentrer dans la rotation, en doublure de Lonnie Walker. Ouais. Ça pourrait aussi jouer comme ça. Ça va être beaucoup de. C'est très compliqué, honnêtement, de faire vraiment un 5 fixe. Ouais. Parce qu'il moi, y a j'avais. beaucoup de possibilités. Oui. Vas-y, termine, et je te Non, j'avais poserai ma fini. question après. Bah, en gros, tu parlais de Dejounte et Derrick sur le même terrain, mais en vrai, c'est tous les deux des meneurs, et avoir deux meneurs sur le terrain, c'est pas l'idéal parce que je trouve que Dejounte, par exemple, il y a encore beaucoup de travail à faire sur son jeu off-ball. Parce que juste lui dire d'attendre dans un coin pour prendre un shoot en catch and shoot, même s'il a progressé l'année dernière, c'est pas non plus ce qu'il sait mieux faire. Et c'est pour ça que moi, quand j'essayais de faire un 5, je me suis dit, bah, soit tu choisis de faire sortir du banc d'Eric, ce qui reste dommage parce que c'est techniquement notre meilleur ball handler. Et Mais c'est Lonnie, c'est peut-être le backcourt, le meilleur backcourt défensif de la ligue, ou en tout cas un des meilleurs backcourts défensifs de la ligue. je m'étais dit ça il y a 2 ans avant que Dejounte se pète. Et j'avais dit ça à des potes, je leur Mhm. avais dit, j'aurais envoyé une photo des deux, j'aurais dit là vous avez le meilleur backcourt défensif de la ligue. Et 2 ans plus tard, c'est peut-être vrai.
Ouais, à voir. Mais du coup, je me disais, est-ce que tu veux faire sortir Derrick du banc pour que du coup ta seconde unit ait un certain sens, soit correcte sur le papier au niveau offensif, ou est-ce que tu gardes Lonnie en Energizer en sortie de banc, sachant que Lonnie en vrai, si tu joues ultra small ball, tu peux te dire allez, je le mets en 3, même si je suis pas du tout pour cette idée. Oui. Même pour moi, Mais en Lonnie gros- Walker va jouer en 3 cette saison. Hein. Ah bah j'espère pas tant que ça. Mais en gros, Mais moi, il, tu a vois, pris- je- il prend encore de la masse et tout. Il est encore assez. Il a grandi d'après le Media Day. Oui, il a encore, il a encore grandi. Non, pour moi, c'est pas une aberration de faire jouer Lonnie au poste 3. Ça fait 2 ans qu'il joue à ce poste-là. Ça se discute. 1m93 Ouais. pour un poste 3, je trouve ça tellement petit. Ah ouais, mais il est Mais bien après, musclé, il est c'est bien le jeu habile qui- et tout. Il a de la force quand même. Il est musclé. Enfin, ça. Après, Keldon, il est pas beaucoup plus grand, si. Non, mais Voilà, Keldon est Ouais, mais vraiment. il fait 3 fois son poids. Hein. Keldon, il est Ouais, tanké, Keldon est mon beaucoup pote. plus lent. Oui, non, par contre. Il est beaucoup plus lent, Keldon. Oui, et Il peut Keldon, pas défendre il sur les est, postes 2-3. Il fait 100 kilos de plus aussi, donc. Keldon, il se Ouais. faisait balader par, C'est qui joue. par Dylan Brooks, en fait. C'est problématique. Ouais, non, mais bien sûr, il est beaucoup plus lent, mais il est surtout beaucoup plus costaud. C'est vrai que Oui. Mais, moi, j'avais juste tu pas vois. envisagé l'option McDermott en 4, mais c'est vrai que pour niveau spacing, c'est pas mal parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs. Ah bah, on va en avoir. Mais après, il faut Enfin, pas rien que réduire, Keldon. il faut pas réduire McDermott au spacing seulement et au shoot parce que dans le jeu, c'est un facilitateur. Oui, McDermott. off-ball, il est Et incroyable. c'est un bon rebond. Voilà. Ouais, franchement, non. Et défensivement, il est ok, il s'est amélioré ces dernières années. C'est pour ça que dans un 5 majeur, c'est cool de l'avoir, je pense. C'est possible, oui. Mm. Après, on parlait de dire. On peut allier le fait d'avoir Murray et White sur les lignes arrière et de quand même avoir une seconde unit avec un des deux, comme j'ai dit, où t'en fais sortir un des deux rapidement, comme on le Ouais. faisait l'année dernière, dépendant de la forme de chacun. Parce que ça, du coup, c'est un luxe aussi, de pouvoir ajuster ses rotations selon qui est le mieux rentré dans son match. Et après, de pouvoir faire Ouais. jouer celui qui est sorti tôt, le faire re-rentrer à la place de celui qui est resté, pour jouer avec la seconde unit. En vrai, ce qu'il faut surtout se dire, c'est quel 5 va finir les matchs. Oui, bah Ça va là être normalement, serré. t'auras Dejunte et Derrick. Et en vrai, Et là, là, t'auras normalement, sûrement t'as- Lonnie, Keldon et Paul Toll. Un truc comme ça. Ouais, ou Tad Young, Ouais. selon les matchs. Ou même tu mets Tad Young au poste 4 à la place de Keldon ou à la place de Lonnie. Et voilà, Pour exactement. Keldon, il finit les matchs pour moi. Il y a des matchs qui peut ne pas finir. Hein. Il a pas fini tous les matchs la saison dernière, si j'ai pas de bêtises. Ouais, ça va mais dépendre. Là, si t'as besoin de défense en fin de match, tu laisses Keldon. Bah, ça dépend à quel poste. Hein. Parce que moi, si j'ai besoin de défense, j'ai pas envie de mettre Keldon Ah. sur des 3, tu vois. Parce qu'il est vraiment Non, pas mais assez rapide. Tu le mets sur des 4. mais du coup, si t'as besoin de taille, 4. Tu vois, autant avoir un vrai intérieur. Bah, Si par exemple c'est Zion en ouais, face mais- ou ton poste 4, tu vois. Là, tu préférais avoir Thaddeus Young Bah. que Keldon Johnson, je pense. Bah, pour Zion, il aurait fallu garder Trey Lyles, mais. Ouais, c'est le Zion stopper de la ligue. Hein. Oui. No joke. On n'oublie pas. On n'oublie pas qu'il lui a chié dessus. Mais non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, même si on n'a pas une profondeur de banc énorme, on a quand même des joueurs interchangeables. On a plein de des possibilités. trucs à tenter selon les match-up. Et c'est ça qui va être intéressant aussi pour Pop, je pense. C'est de trouver ce qui match le mieux. Parce que si ça se trouve, en fait, Dejunte Derrick, ça ne match pas du tout. Non, mais Et, ça, on sait que on ça va match. étudier En vrai, on d'autres sait que ça choses. match, des Junte d'Eric. On les a vus jouer ensemble. Oui, ça mais fonctionne. imagine cette année, Dejunte, il prend un step encore plus élevé. Ah oui, peut-être alors. Et à ce moment-là, Derrick est un peu effacé en titulaire et ça match plus trop parce que Derrick, il aime pas trop son rôle. Du coup, tu le mets en sortie de banc. Enfin, tu vois, ça va Ouais. dépendre vachement de qui step up en fait pendant la saison. Et en plus, C'est même ça, si, bon, en vrai, sur les lignes arrière, on a un gros problème de profondeur parce que bon, on n'en a pas du tout parlé, mais il y a évidemment Devin Vassell qui rentre dans les rotations au poste 2-3 aussi. Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais on a des jokers. Poste 3 plutôt. On mais- a des jokers, oui, mais on a des jokers. Il est bien chargé le poste 3. Entre Keldon et Lonnie, Ouais. même si du coup, il va falloir jauger, mais effectivement, il va sûrement jouer au poste Ouais. 3. Tu as des jokers intéressants comme des Bryn Forbes, par exemple, qui honnêtement peuvent apporter sur des séquences. Il sort probablement de la meilleure saison de sa carrière. 45% à 3 points, un truc comme ça, saison dernière, avec une en prenant Bah, 4 titre par match. NBA. Ouais, il fait, Un titre NBA, il fait une hey, énorme saison en sortie de il banc, fait une très bonne saison. Après, Et il ne joue que 20 minutes par match, en fait. C'est ça la Ouais, c'est différence, ça, c'est en qu'il n'a fait. pas le même rôle. Ouais. Moi, si Bryn je sais Forbes, pas si on, oui, on voilà, le voit c'est ça. plus de 15 minutes par match, enfin, Mm. allez, 20, je suis gentil, je pète un cap. Si, Mais ça, si on ouais. met 25-30 En- minutes, là. en tout cas, il doit Bah, être c'est ce qu'on faisait il y a 2 ans quand il jouait beaucoup, on pétait des plombs à voir Oui. autant jouer Bryn Forbes. Et quand Bryn Forbes sortait, c'est Bellinelli qui rentrait. Ouais, voilà. On n'a pas parlé d'un truc, c'est que on va avoir Zach Collins qui va rentrer à l'intérieur quand il sera plus blessé, Peut-être. qu'on va tester aussi. Peut-être. Bah,
On va sûrement le tester une fois qu'il sera plus blessé. Mais ça, si je si veux un dire, jour il est plus blessé, pour le tu vois. remettre en rythme. Ouais, non, mais voilà, dans l'idée, il est toujours Oui. là. Et on a Joe Wieskamp qui, si on a des Mais blessés. c'est un two-way, donc lui c'est vraiment une option de dernière. Ouais, mais si on a des blessés, faut se dire que il va venir parce que c'est un énorme shooter. Si par exemple McDermott se blesse, en fait, c'est un peu le même genre de profil. Et du coup, si McDermott se pète, eh ben, t'as besoin de ce genre de profil. Donc t'as Wieskamp qui peut venir en sortie de banc. Ouais, mais Et là, ça ouais. devient intéressant parce que c'est quand même un joueur qui a 23 ans, je crois, ou 22 ans. Mhm. Donc il est quand même déjà ready. Il shootait, je crois qu'il était à 45% à NCAA, à 3 points. Non, c'est un délire. Sur 4 ans d'NCAA, je crois qu'il est à 43% sur les 4 ans, un truc comme ça. J'ai pas les stats exactes, mais... Sa dernière saison à Iowa, il tournait à 46% à 3 points. Ouais, voilà, c'est Ça, et à 49% au shoot, ça n'a aucun sens. à côté de Luka Garza. Et il en prenait 5 par match. Voilà, donc c'est une option aussi qu'il faut pas négliger. Sur certains matchs, il va forcément venir, je pense. Je veux dire, c'est un énorme shooter. Et pas un si mauvais défenseur, ni un si mauvais athlète que ça. C'est un athlète, ok, c'est un bon défenseur collectif. Mais ces mecs-là peuvent servir parce qu'on a quand même beaucoup de monde à l'intérieur, par exemple. Donc ça pourra servir à faire des trades avec ça. Également. C'est des assets. Exact. Quelle défense vous voyez cette saison, les amis? Je sais qu'on peut avoir des bons petits 5 défensifs bien sympas. Vous pensez quoi de la défense qu'on aura Oui. cette année? Pour moi, en fait, sur le papier, on a une plutôt bonne défense. Après, il va falloir comment ça match collectivement au niveau du QI défensif de chacun. Mais à partir du moment où tu peux aligner un 5 avec Dejounte Murray, Derrick White, Keldon Johnson, Thaddeus Young, Jakob Poeltl, t'as plutôt une bonne défense normalement. Et après, à voir, ça va peut-être un peu souffrir à l'intérieur parce que Poeltl, bon, il est bon défensivement, mais il souffre face à des gros athlètes ou des mecs qui s'écartent. Il prend des fautes très vite aussi. Ça, c'est... Bah oui, Et il ça prend nous a beaucoup de souvent fautes posé problème. et il y a des matchs, on l'a vu, je sais plus, un match contre Houston, je me souviens, où il prend 15 rebonds, il met 5 contre, il est énorme. Et il y a des matchs où il fait 5 fautes en 10 minutes et tu souffles. Mais quoi. il a eu une série de matchs la saison dernière qui était incroyable, lui était vraiment injouable. Ouais. Mais c'était C'est un ça. moment de show, quoi. Mais il a des highs qui sont plutôt. Sauf au lancer franc. Mais la fin de saison, quand Aldridge est parti, étrangement, il s'est mis à les mettre. Je crois que c'était son mois de février où il a été très très bon, ou c'était fin février, début Ouais. mars, je sais plus. Ouais. Et après, il a quand même maintenu un peu. Il est pas redescendu tout en bas. Donc il y a encore de l'espoir. Bah après, moi je rejoins Jules sur le fait que, même s'il est très bon, etc., c'est vraiment à l'intérieur où on risque de se faire un peu marcher dessus, surtout si on a dit surtout si on joue petit. Si on joue petit, ça va être dur quand on va jouer des gros pivots en face. Ah bah Jokic, Embiid, ça va se régaler. Ouais, hein. ouais, mais enfin. C'est un petit peu même- soft. C'est un petit peu soft. Ouais, voilà. Après, Ouais. c'est vrai que sur le papier et individuellement, on a des super bons défenseurs individuels, mais il faudra voir comment C'est ça. la communication se fait dans l'équipe, comment on défend face justement à des grosses raquettes, qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place, même si on va tenter des trucs, hein, et ça va certainement pas marcher, mais on aura au moins le mérite d'essayer. Et vous trouvez pas que dans la défense C'est ça. intérieure, on n'est pas mieux armé que la saison dernière où on se fait marcher dessus dans le play-in par Valanciunas? Vous trouvez pas que l'effectif à l'intérieur est plus intéressant pour défendre avec Thaddeus Young, avec Landale qui Un sait peu. défendre? Si Drew Eubanks c'est pas dans la rotation, Ouais. effectivement ça aide. Mais Jakob Poeltl, en fait, on a un bon socle entre Murray, White et Poeltl, un bon socle défensif, des joueurs dont on est sûr. Après, il y a beaucoup de questions sur les ailes, c'est-à-dire que Lonnie Walker, Keldon, il est bon. Keldon, il est bon, mais il est lent face à Détroit. Il est un peu lent. Il a pas une vitesse latérale de fou, donc il a un profil un peu hybride qui convient mieux aux joueurs poste 4 qui sont un peu longs. Ouais, il prend beaucoup de rebonds aussi. mine de Oui. rien. Oui, Il boxe c'est vrai. bien. Alors que Je Lonnie, pense Lonnie au que- rebond, c'est pas la même chose. Lonnie au rebond, c'est pas la même chose. Et Lonnie, il est peut-être temps que ça Ouais. devienne un vrai bon défenseur parce que jusqu'ici, c'est compliqué. C'est pas très intelligent. Il y a beaucoup Lonnie, il d'erreurs. est temps que ça devienne un vrai bon basketteur. Ouais, parce parce là, qu'en fait, on va plein parle, de c'est belles choses, terrible. mais enfin, il est temps de les concrétiser en fait. Et Lonnie Walker, jusqu'ici, En même fait, en 1v1, il se fait, même en défense 1 contre 1, il se fait battre des fois un peu comme un débile, souvent même, à cause de fautes bêtes ou parce qu'il il voit pas l'écran ou juste il se fait bouffer par un vieux cross claqué.
Donc il est temps qu'ils prennent confiance en défense aussi. Et au poste d'ailier fort, c'est intéressant parce que si donc on a Thaddeus Young qui est un bon défenseur, Doug McDermott c'est ok mais c'est pas la folie. Et pour le coup on a vu de très belles choses défensives de la part de Luka Samanic. Il s'est plus illustré en défense qu'en attaque. Et pour le coup, il a des bonnes mains, il a un bon timing, c'est pas un mauvais contreur. Il est agile, il est habile. Enfin, Luka Samanic a un bon package défensif sur le papier aussi. Donc si on arrive un peu à le développer, il est trop frêle. S'il finit par rentrer, ouais, mais il se muscle. En vrai, on a vu des photos de lui où il est oui, bien sûr. Et il fait la taille de Poltol. Hein. Et il fait bientôt il fait bientôt la taille il- de Poltol, effectivement. Ouais, tu vois. Il fait la taille de Jock Landale et tout ça, il peut jouer pivot Mais en fait. s'il s'avère que c'est pas un flop complet et qu'il arrive à se faire une place dans la rotation, défensivement, ça va être un atout. Ça devrait en tout cas. C'est vrai. Et pour revenir à ce que tu disais sur les ailes, la solution, elle est peut-être sur le banc et c'est peut-être Devin Vassell en fait. Parce qu'on sait. Oui, on n'a pas du tout Devin parlé de lui Vassell. effectivement, mais c'est vrai un qu'il défend très, bien, très bon Devin défenseur. Vassell, quand on l'a drafté, c'était déjà un bon défenseur. Ça Et parlait de lui on l'a comme vu la C'est ce qu'il saison fait, dernière. c'est ce qu'il fait de mieux sur le terrain en tout cas. ça parlait de lui comme le deuxième meilleur Voilà. défenseur de sa cuve et derrière c'est pas celui qui a fini aux Bulls. Isaac Okoro, non. Bah, C'est des Cavs. Oui, voilà. Et exact. Patrick Williams aux Bulls se battait. Mais enfin, voilà, c'est tu vois, dans la même voilà, discussion, donc c'était un top défenseur de sa cuvée. Et effectivement, c'est ce qui fait. Parce que pour le moment, c'est juste un 3&D très basique. C'est-à-dire qu'il met des 3 et il défend fort. Ouais. Et ben peut-être que pour finir les matchs, on aura lui sur le poste 3 en fait. Possible. S'il est en confiance, c'est pas impossible. S'il prend la confiance offensivement sur son shoot Mhm. et que selon la match-up évidemment, parce que bon, c'est toujours pareil. Hein, si c'est du très très small ball, il pourra peut-être pas tenir face à un petit 3. Et si le gars est trop costaud non plus, mais si c'est on va dire un 5 basique entre guillemets sur des postes 3 classiques, il peut très très bien Absolument. défendre, je pense, en fin de Il a match. des très bons instincts. Et aussi pour en venir juste pour finir sur Lonnie, moi ce qui m'embête c'est que c'est quand même, on parle de lui à chaque podcast et tout, comme on parlerait d'un mec de 18 ans qui est en NCAA. Là, c'est sa dernière chance. Hein. On dit toujours de lui, genre oui mais tu vois il y a des flashs de tir, il y a des flashs de défense, il y a des flashs de handle, mais il va avoir 23 ans là. C'est plus un mec de 19 ans qui est pas encore en NBA en fait. Tu vois, et moi c'est ça qui me pose problème, c'est que depuis son année NCAA, t'as l'impression qu'il n'y a pas de progrès. Alors évidemment qu'il y en a, mais Pas de la suffisamment. façon dont on parle de lui, de la façon dont on en parle en fait, ouais voilà, j'ai l'impression de parler comme on parlerait de Joshua Primo. On a vu, ouais, il a eu des flashs de tir, des flashs de dribble et tout ça à Alabama quoi. Mais ça y est, faut arrêter maintenant. Faut devenir un vrai basketteur parce que c'est plus possible. Bah c'est c'est bien, c'est très bien que t'en parles parce qu'effectivement, Lonnie Walker a négocié en fin de contrat à la fin de la saison. Donc là, c'est la dernière saison pour qu'il prouve vraiment ce qu'il y a dans le ventre et qu'il prouve qu'il a plus à offrir que ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a C'est pas ça. signé son extension rookie, enfin sa potentielle prolongation. Ouais. Je crois qu'il arrive au début de la 3e année. Je crois que c'est ça, c'est quand... C'est là maintenant qu'on Ouais, voilà, aurait dû la c'est- faire. Alors qu'on l'a Oui, fait il pour est- Dejounte et Derrick. On l'a fait pour des C'est la fin de la 3e année. On l'a fait et on le fera pour qu'elle donne l'année prochaine. C'est probable. Voilà. C'est sûr. Ouais. Mais on l'a pas fait pour lui et c'est pas pour rien. Absolument. Ce qui veut dire Donc qu'on c'était a... malin. Déjà, ça c'était très veut dire malin, quoi ça. contractuellement là? Ça veut dire qu'on va le perdre à la fin de son contrat? Bon bah ça on verra. Il on sera verra il sera d'ici- agent libre. Il sera agent libre restreint. C'est-à-dire qu'on pourra toujours s'aligner. Voilà. S'il veut Ok. pas, si on lui propose, enfin, si les négociations sont compliquées. Mais Mais ça c'est dangereux. Mais en fait, les cartes sont dans ses mains parce que là, il va avoir des vraies responsabilités. C'est à lui de prouver qu'il a raison d'être là en fait et qu'il mérite d'être là avec son rôle. Après C'est aussi ça. peut-être que lui il aura envie de prouver qu'il peut mériter un gros salaire, mais autre part, hein, vu qu'il est en dernière année de contrat, justement on sait que les joueurs ils ont tendance ouais. à surperf parfois parce que ils savent que il y a du monde qui les regarde et je pense que Lonnie, il y a quelques franchises qui seraient intéressées par lui. Bien sûr. C'est sûr. Ok, messieurs, on passe à la suite, le jeu. Le Oui. jus. Ce mois-ci, le jeu consiste à donner nos prédictions pour la saison à venir. C'est parti, game time.
On vérifiera bien sûr à la fin de la saison qui a été le plus juste dans ses prédictions. Jules, dis-nous ce qui va se passer cette saison chez les Spurs, le nombre de victoires et ce que tu vas voir sur le terrain. Alors, 27 victoires. 13e à l'ouest. Popovic prend son record, prend sa retraite. On chope un top pick et on repart avec Becky Hammond. Le record de Pop est à 20, enfin le record du nombre de victoires par un coach en NBA est encore à 25 victoires pour Popovic. Voilà. C'est pas 27 Voilà, c'est ça. Donc là tu dis 27, je crois que c'est 25. Oui, mais moi je dis 27. Ouais. Il dépasse ça, il prend le record et sa retraite. Ok, Benj, dis-nous. Alors je vois 29 victoires. Une saison, Oh, ambitieux. 29 victoires. Luka Samanic fait définitivement ses bagages. Lonnie Walker se déclare enfin. Dejounte et Derrick s'imposent comme un bon backcourt NBA et un backcourt solide de NBA, sans blessure. Et voilà, et Pop repart pour un an. Il s'arrêtera jamais. Hein. Ok. Moi j'avais dit qu'il s'arrêtait à la fin de cette saison, donc dans tous les cas j'ai perdu. Pierre, let's go. Bon, eh bien, je vais avec la voix pessimiste. Moi, je sens, je sais pas pourquoi, c'est la dernière de Pop et j'ai peur qu'il n'y parvienne pas. J'ai peur qu'il puisse pas faire Il son. fait 24. Tu dis C'est combien? 24. Bah, je dirais. Tu vois, je dirais 24 parce que vu qu'on n'a pas eu de Ah, chance c'est l'année terrible. dernière, je pense qu'on va pas en avoir cette année et je pense qu'on va encore avoir une blessure, un truc comme ça. À chaque fois, chaque année, il y en a maintenant des blessures qui te faussent ton truc, qui te faussent ta saison. Donc, je pense qu'on va être sur du 24. Et Ce serait en fait, catastrophique. ouais, bah oui, je sais, c'est triste. Après, au niveau ratio, il a 400 matchs de moins que Don Nelson, etc. Donc, Ah oui, non, mais lui, non, mais Non. on ne compare pas Don Nelson et Greg Popovich. Enfin, oui, de toute manière. C'est juste une Non, mais statistique. bon, ouais. ce serait magnifique qu'il ait le. Bah, bien sûr le que oui. record, quoi. On attend tout ça. Mais là, tu vois, je te dis Ok. 24 wins et j'ai Ouais. notre Rodeo Road Trip sous les yeux. Et en vrai, ça va, tu vois, on joue pas non plus des grosses. Il est grosses prenable, écuries. hein. Et vu que c'est quand même un peu un tournant dans notre saison à chaque fois, c'est. Non, allez, ces vas-y, dernières, je vais. ces Moi, der- moi ces j'ai dernières envie années, de faire, c'est j'ai envie de faire le terrible. mec pessimiste. Je vais dire, c'est quoi, c'est 25 qu'il doit faire? Mhm. Ouais. Bon, Mhm. bah, je dis 24. 24, c'est moche. Hein. Ok. Ouais, je sais. C'est rude. Moi, je pense que les vétérans intéressants et la progression de nos jeunes vont nous faire gagner des matchs. Même si, en fait, on va manquer d'un tueur en fin de match. On n'a pas parlé de ça, mais on va manquer d'un gars, vous savez, un mec clutch. Un de Rosanne. Des Rosanne, tu vois, c'est même pas Timis qui prenait relais l'année dernière quand il fallait être clutch. Donc je pense que ça va manquer. Du coup, on va plafonner. Dermot. Ouais, voilà. Bon, hein. Donc, on va plafonner. Donc, je dirais 28 victoires. 13e de la conférence. Pareil, il y aura 0 trade. On va tous attendre comme des fous avec les joueurs qu'on a. Des trades à la trade deadline, il n'y aura rien. Il va rien se passer. Et on va faire comme ça. 28 victoires. Alors, à ce sujet-là, juste pour conclure, effectivement, on n'en a pas parlé, c'est dommage, mais bon, ça fait une heure et quart qu'on parle, donc on va peut-être s'arrêter. Exactement. Mais effectivement, Il y aura d'autres épisodes. Dejounte Murray sera probablement quasiment sûr, celui qui va prendre les rênes de l'équipe en fin de match. Il a prouvé qu'il voulait le faire. Il a déjà su le faire. Et donc, ce sera lui le leader de l'équipe dans le Money Time. Que ce soit une bonne ou une mauvaise Donc- nouvelle, j'en ai aucune idée. Donc, on va plafonner. Donc, on va lui, le plafonner. leader de l'équipe tout court. Oui, en fait. absolument. Enfin, Bien sûr. Bon, bah voilà, messieurs, Voilà. c'était sympatoche. C'était très très dense, très très bien. Toujours un plaisir de parler Spurs. c'est régalé. Un régal. J'ai dit ça avec une voix Toujours hyper plaisir. neutre, ça faisait genre le mec qui ne pensait pas du tout. Non, c'était vraiment super. Mais oui, en plus, on est content de te retrouver, Pierre, ça fait longtemps. Mais oui, On se retrouve, messieurs, dames, le mois prochain pour le prochain épisode de Spurs Break. Salut! au revoir. Ciao. Peace.